C'est l'heure d'une comédie française avec sur ce plateau Claude Posternac, directeur de l'Important.fr, et Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors France 3, cette semaine, consacrait un long documentaire sur Manuel Valls. Alors que la gauche a bu la tasse au départemental, le chef de la majorité, le Premier ministre, gagne 2 points dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match, alors que le président de la République, François Hollande, lui recule de 2 points. Donc la question, dans le fond, pourquoi Valls résiste? Est-ce que c'est son volontarisme, son autorité, sa raideur et son caractère, parfois nerveux, qui plaît aux Français, alors que l'opposition, justement, en fait un sujet d'opposition et un sujet, un élément de fragilité, dans le fond? Comment vous expliquez ce Valls insubmersible, en quelque sorte? Jean-Michel? D'abord, je pense que Manuel Valls est un nouveau personnage dans la comédie française de la politique. Je pense que c'est un caractère qu'on n'avait pas eu encore. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours été peut-être considéré comme un profil de droite, et il est à gauche. Et moi, je pense que il a la capacité de l'énergie qu'on reconnaît parfois aux hommes de droite, et il le met quand même au service de la gauche. Ça, c'est un premier point. Quant à l'histoire de François Hollande qui perd 2 points et qui lui en gagne 2, je pense qu'il y a des rôles aussi qui sont bien définis aujourd'hui. Complémentaires, vous allez dire? Non, je veux dire que d'abord des rôles de soliste. Je crois que François Hollande est un soliste. Et il a pris le rôle d'être une espèce de poubelle, d'évacuateur de tous les chagrins français. C'est-à-dire qu'il les soulage, quoi qu'il arrive. Votre sœur a un rhume, vous avez perdu votre teckel, votre procédant ne marche pas. C'est François Hollande, là, le fautif. Donc, il y a quelque chose... On se reporte de toute façon sur François Hollande. Moi, je pense que le réveil va être compliqué parce qu'on s'apercevra un jour ou l'autre, et j'espère que le plus tard possible, et qu'il restera avec nous, que François Hollande est probablement un des hommes politiques les plus fins, les plus intelligents, et qui a fait le plus de réformes dans ce pays de tous les présidents de la République, de la Ve République. Bon, après les histoires de points, c'est une histoire d'Oulipo, vous savez. C'est l'Oulipo, c'est on mélange la politique avec les chiffres comme la machine à écrire avec la machine à calculer. Ouais. Alors Claude, vous êtes d'accord avec ce que je dis, Jean-Michel, dans le fond, un président paratonnerre, et puis un président à qui on demande toujours, et ça c'est classique, le président qui doit guérir les écrouelles, c'est comme les rois, Dieu te touche, tu nous guéris. A été fragilisé et s'est fragilisé. D'abord, il s'est fragilisé en fragilisant la parole publique. Lorsque vous déclarez aux Français « nous ferons les 3% de déficit » et qu'on ne les fait pas, vous fragilisez. Lorsque vous déclarez « on va inverser la courbe du chômage » et qu'elle n'est pas là, vous fragilisez la parole publique. Quand vous dites « on va pas augmenter les impôts » et on augmente les impôts, on fragilise la parole publique. Et quand on dit « la reprise est là » et qu'elle n'était pas encore là, on fragilise la parole publique. Donc ça a été une fragilisation globale. En plus, il a été fragilisé. Et un élément qu'il a énormément fragilisé, ça paraît vieux maintenant, mais c'est le tweet de Trivelaire qu'il a fragilisé. C'est très vieux, mais ça a laissé une empreinte, c'est-à-dire une empreinte sur le principe d'autorité. C'est-à-dire que ça l'a extrêmement fragilisé. On a une période de crise. Déjà, on a besoin d'un président de la République qui tienne la barre fermement. Et plus particulièrement... Si on ne tient pas la barre avec sa femme, on ne tient pas la France. Il a été fragilisé par ça. Et face à lui, vous avez un homme comme Manuel Valls qui est sur ce qu'adorent les Français, c'est-à-dire ce que vous rappeliez à juste titre, le franchissement de ce qu'on appelle la ligne de paradoxe. Je suis de gauche et j'ai un discours qui est perçu comme de droite. Et ça fonctionne. On l'avait vu avec Michel Rocard. Michel Rocard qui venait de l'extrême gauche, qui était rentré au PS et qui a réhabilité l'économie. Et bien évidemment, il est rentré en face. Donc systématiquement, les gens qui franchissent la ligne de paradoxe ont un bonus. Lui, il est là-dedans. La transgression. La transgression. Juste quand même, juste un dernier point. Il reste quand même une réalité, c'est que -2 + 2, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir l'écart. C'est-à-dire qu'il y a 20 points d'écart d'image aujourd'hui entre le président de la République et son Premier ministre. Ouais. Je ne sais pas si tout ça est très important, par rapport à ce que vous disiez sur il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Vous savez, quand un docteur s'approche d'un malade qui a une maladie, une longue maladie, une maladie grave, appelons les choses comme elles sont, le cancer, le chômage en est un, il n'est pas impossible qu'il lui dise ça va s'arranger pour lui redonner le moral, pour lui dire bon, il n'est pas impossible qu'on dise on redonne espoir, non pas pour mentir, mais pour essayer de redonner de l'énergie. Car
le problème n'est pas le capitaine du bateau, le problème est la mer qui est très agitée et comment conduire là-dedans. Mais je pense que ce qu'a dit François Hollande, c'est pas des mensonges, c'est pas une fragilisation de la parole publique, c'est plutôt quelqu'un qui a été en disant ça va s'arranger. Il y a eu un peu une politique en biseau. C'est vrai qu'il y a eu le gourdin fiscal, il y a eu pendant la campagne, la finance est mon ennemi. Finalement, on est arrivé à une politique social-démocrate. Je veux dire que il y a eu des virages. C'est quand même, on va pas remettre ça, tout ça, et puis avant on l'appelait Flamby, puis après on l'a... Je pense qu'il y a un principe de réalité. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on est au 21e siècle, et que la politique change, et qu'il faut la faire autrement. Et que Valls, d'une certaine manière, et Hollande commencent à comprendre, vous parliez de transgression, que c'est fini, les vieilles idéologies, les acquis, et tout ça, tout le monde s'accroche au 20e siècle. Je sais bien que les siècles commencent 15 ans après qu'ils naissent, on en a déjà parlé, mais on y est. Et je pense que ce que peut-être les Français ne perçoivent pas tout à fait, c'est qu'il y a, ce que vous dites justement, un rapport à la transgression. Et l'un comme l'autre apporte une parole nouvelle. Je ne suis pas sûr, quand j'entends M. Sarkozy ou quand j'entends les autres, je ne parle pas de Mme Le Pen, qu'on ne soit pas toujours dans un vieux truc, dans des vieilles casseroles du XXe siècle, et qu'ils n'ont pas passé la ligne. Alors, on peut dire, Valls et Hollande, oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Il y en a un qui est nerveux, il y en a un qui dit qu'il ne l'est pas. Mais ils approchent, sans déni de réalité, une politique qui est celle d'aujourd'hui. Et moi, je trouve, on peut parler quand même de quelques succès, que ça avance. Alors, vous parliez de Marine Le Pen. Peut-être un mot sur ce qui s'est passé. C'est, dans le fond, la cassure entre le père et la fille, donc entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Donc, il y aura un bureau exécutif ce vendredi pour savoir quelle suite à donner aux énormités qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Claude, est-ce que vous avez le sentiment que si le père Le Pen est renvoyé chez lui et à la retraite, est-ce que le Front National perdra en radicalité ou au contraire, il deviendra un parti qui, on va dire, peut se glisser dans les interstices de la République et un jour remplacer une droite républicaine? Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on accorde beaucoup d'importance à un fait qu'il n'en a pas énormément. On est un peu sur l'écume des jours et en vérité, le Front National, on pourrait dire qu'il y a 3 nuances de brun aujourd'hui. Il y a la nuance de Jean-Marie Le Pen, historique, on connaît. Il y a celle plus centrale de Marine. Et puis la troisième qui est de Marion. Mais en vérité, ils sont exactement sur le même discours idéologique. Il n'y a aucun changement de l'un à l'autre. C'est vraiment des tactiques. Et il suffit de voir les propos de la cadette. Ces propos n'ont pas été relevés par la presse. Pourtant, pour moi, elles sont significatifs. Ces propos sont significatifs. Le Pen revient sur le sujet du détail. Et elle y répond. Elle y répond, mais en expliquant véritablement que la Shoah est un détail. Elle ne prononce pas le mot, mais elle dit « Oui, je sais que des compatriotes juifs français ont subi des traumatismes, quelques ennuis pendant la guerre. » Donc, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on se rend compte qu'en vérité, sur le fond, il n'y a aucun changement. C'est simplement un changement tactique. Et quand Marion a un seul reproche à faire à son grand-père, c'est un seul reproche, c'est tactiquement, grand-père, tu as eu raison de faire du buzz à cette époque-là qu'on n'était plus écouté. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. C'est simplement un sujet tactique. Le logiciel transgressif, c'est le père qui l'a amené quand même. Moi, je pense que cette espèce de... parce qu'en effet, je suis d'accord avec vous, Claude, c'est la même chose. Mais avant, il y avait quand même l'homme politique français qui parlait le mieux le français de tous. Il n'avait pas une langue de bois, il avait une langue de fer, c'est Le Pen. C'est exceptionnel, le français qu'il a. Hein. Bon, ça griffe vraiment le verre. Moi, je pense que la perte de Le Pen, la perte du fascisme assumé, la perte de tout ça, pour arriver à une espèce de poujadisme soi-disant mou, tranquillisant et rassurant, je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver au Front National, car ça va lui enlever son âme noire, qui était peut-être ce qui excitait les gens. Pour le reste, je pense que, en effet, c'est la même chose. Et je crois que, on ne sait jamais comment on peut l'attraper, mais je pense en tout cas qu'on commence à comprendre, par exemple, les agriculteurs, il faut qu'ils sachent que s'il y a le Front National, il n'y a plus l'aide de l'Europe. Enfin, et des tas de choses comme ça. Le franc, on sort de l'Europe, on peut plus vendre. Elle a pris un pari dangereux, en fait. C'est ça le sujet. Que... Non, mais je pense. Non, mais sortir de l'Europe, etc. D'aller piquer le programme du PC des années 70. Je veux dire, c'est un pari dangereux. Est-ce que là aussi, elle n'est pas
Elle n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un parti d'aujourd'hui. Le premier parti de France, comme elle le dit, et même ça, c'est un parti d'hier. Et ce n'est même pas un parti d'hier. C'est une idéologie fendillée qui essaie de ramasser les choses comme ça avec un populisme incroyable. Mais ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Le Front National, mais ça marche, le Front National a lu Marx. D'abord, je vais vous rassurer sur l'âme noire. Il y aura toujours une âme noire au Front National. Monsieur Gollnisch qui fait... des quenelles en plein conseil régional, il sera toujours là. Donc il y aura toujours de l'âme noire au Front National. Oui, mais enfin, il n'a pas la... Ah non, mais c'est pas Le Pen. Ils ont pas. Il n'a pas cette logomachie et cette façon de s'exprimer qui est remarquable. Il en reste pas moins que le Front National aujourd'hui s'inscrit dans la société française. C'est une réalité, il faut le voir. C'est-à-dire mort sur un électorat ouvrier et d'employés qui a été délaissé. Il faut le reconnaître quand même par la gauche, que j'appellerais plutôt en ce moment la gauche imaginaire. C'est-à-dire que lorsque au départemental, je rappelle, départemental, je crois qu'on en a déjà parlé ici, 0 candidat ouvrier au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui s'est appelé pendant 100 ans Section française de l'Internationale ouvrière, qui a à sa tête, un patron qui n'a jamais travaillé de sa vie. Bon, et celui d'avant non plus. Donc, bien évidemment, dans la politique, vous avez ce qu'on appelle un effet miroir. Il faut pouvoir se reconnaître dans les gens qui s'expriment. Aujourd'hui, il y a une armure devant qui fait que on ne les comprend pas. Ils sont loin de nous. 15 secondes, vous concluez, Jean-Michel, sur... Moi, je pense qu'il y a conclure, on ne peut pas conclure ni tirer quoi que ce soit comme philosophie générale sur ce qui se passe. Moi, je crois qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'anesthésie. Oui. Voilà. Et il y a quelqu'un un jour qui va faire un réveil violent et fort. Je ne pense pas que c'est Marine Le Pen. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais dans le bon sens, vous voulez dire du réveil violent ou... Ah oui. 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 Ah oui, parce que là, il y a un moment trop. C'est trop. C'est d'ailleurs le petit syndrome Valls qui. Oui, l'homme providentiel. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Je n'en prie. C'est la fin de Comédie Française. Et moi, je vous retrouve à 17h10 pour l'émission politique en compagnie de Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite. Merci. Tout à fait d'accord.